Maintenant, on passe donc aux améliorations. Donc, on rappelle, une amélioration, donc ça va vous coûter 1 point de gloire pour en jouer une. Que c'est des cartes qui ne vont pas vous être utiles immédiatement, parce que il faut 1 point de gloire. Ou au moins un butin de guerre. Bref, grosso modo, il faut des trucs, quoi. Il faut quelque chose, quoi. Alors, Cendrillon, à quoi servent les améliorations? Alors, donc en early, avec ce qu'on avait vu, les objectifs, scorer immédiatement, et donc du coup mettre ou le butin de guerre, ça va permettre un effet snowball, c'est-à-dire prendre vraiment très très vite un ascendant. Et rapidement, même en fait, c'est attaquer le moral de l'adversaire. Et là, déjà... Rappelez-vous notre exemple, tour 1, vous chargez. Ah bah attends, je te refais une frappe audacieuse. Bon, je t'ai mort. Ah bah la foudre frappe. Vous scorez 2. Ah bon, bah attends, je vais équiper. Non, mais même à ta prochaine phase, tu mets un gros, tu arrives à charger et lui taper ça vous fait 3 pièces. 2-3 pièces que, je vais équiper. Voilà. Là, on parle vraiment de snowball. Attention, là, on parle dès le tour 1, une ou deux activations. Vous avez déjà donc Son Goku en Super Saiyajin Godo avec pas très référence, avec Freezer en mode gold, je sais pas quoi. Non, les gars, force non, c'est vraiment un effet. C'est-à-dire, en plus, on attaque le moral de l'autre. C'est-à-dire quand le mec. Moi je vois ça, je fais la tronche. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, c'est typiquement, quand on joue des orques. Skaven qui lance un shuriken comme ça là. Ouais, mais je veux dire, tu joues des orques, tu te fais défoncer ton chef orc tour 1. Tu te fais défoncer un Stormcast round 1, déjà tu commences à être moins bien, quoi. Donc partie early game, donc ça vous sert à snowball. Et alors après mid game, moi je parle directement de mid game, c'est gérer des menaces, clairement. Chef orc, veilleur. Mais comment tu peux gérer c'est-à-dire que potentiellement. On rappelle, c'est des choses que vous équipez sur vos bonhommes. Ouais, mais par exemple, on va parler de la force accrue. Tu mets une force accrue à un guerrier qui a 3 de force, il passe à 4 de force, donc potentiellement il va gérer, il peut one-shot un Stormcast. Non, pas les nains et tout ça. Il y a les nains, la plupart. Les nains éveillés, le chef nain, mais. Grosso modo, voilà. Je veux dire, il y a vraiment une possibilité déjà de commencer à gérer et surtout de dire, celui-là, si tu le gères pas, mec, tu risques de prendre très cher. Parce qu'une autre amélioration derrière, c'est cumulatif, faut pas l'oublier. Donc, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de booster ma pièce maîtresse. Donc, par exemple, si je vais jouer orc, on sait que le chef orc est totalement broken. Je vais avoir tendance à tout mettre sur lui, parce que de toute façon, les autres, avec leur valeur de combat d'huître asthmatique. D'ailleurs, il y a un deck orc qui a beaucoup tourné à l'époque, en Angleterre, tout ça, qui jouait sur le chef orc et une fois qu'il a 2 ou 3 améliorations sur le dos, c'est pas déconnant. Il devient costaud. Après, moi, murmure. Encore une fois, tu l'actives qu'une fois, ton gars. Bien sûr. Voilà. Et du coup, tu as une menace à gérer. Elle t'apprend, elle te shootera un gars par tour. Moi, j'ai une question pour toi, mon petit Cendrillon, c'est du coup, comment t'assurer. Imaginons que tu vas dépenser des ressources, des cartes, des ressources, pour équiper un Bobby, et que le Bobby, tu vas le perdre une ou deux activations. Est-ce que du coup, comment faire pour disons que moi, quand je mets une amélioration, alors encore une fois, les dés nous donnent, les dés nous reprennent. Voilà, ça va. Mais j'essaye de m'assurer, de faire en sorte que derrière il me rapporte un point de gloire. Le but c'est que si j'améliore un gars, j'essaye. Il faut que tu le rentabilises. Ouais, j'essaye de faire un one shot ou un truc comme ça. Donc grosso modo, si je suis ta logique, c'est que tu vas équiper un Bobby et que tu vas activer. Ouais, en situation. Moi généralement c'est comme ça que je joue. En fait, je joue un peu comme un. C'est quasiment du one shot, on peut dire. C'est ça. C'est vraiment, j'essaye de surprendre l'autre, il le voit pas venir, un petit pecno qui se balade comme ça, tu vois, Targor pas éveillé, et là il passe et puis paf, il met un gros coup de couteau et. Alors, du coup, j'en reviens à ma deuxième question, Cendrillon. Est-ce qu'il faut jouer les améliorations qui sont réservées que à un certain combattant? Par exemple, on peut parler de frappe audacieuse, donc je rappelle, frappe audacieuse des Stormcast. Donc c'est une carte que vous ne pouvez jouer que sur Oberyn. Est-ce qu'il faut jouer ces améliorations? Alors,
Moi, je suis pas fan. Bah, moi non plus. Je suis pas fan. Déjà, c'est situationnel. Bien sûr, si on clairement, voilà. Vous avez une carte morte dans votre deck. Exactement, c'est ça. Moi, c'est situationnel. On peut en mettre une quand même. On peut en mettre une. Sur vraiment, quand on a un deck, comme tu disais, le deck orc. Si vous restez dans l'optique, je vais tout mettre sur mon chef orc. Jouer les cartes d'amélioration. Mais moi, je suis pas fan parce que ça veut dire que, en fait, t'as toujours. En fait, tu vas avoir. Admettons, t'en mets 2 dans le deck 3. Soyons fous, on en met 3 sur 10. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, potentiellement, il y a 3 cartes. Et que, 3 cartes sur ta main de départ, hein, c'est pas une chance sur 5, c'est un peu moins, si tu veux. C'est sur 6, 7, on va dire, tu vois, c'est entre les deux, de l'avoir en main. Et je sais pas, je trouve que ça peut réellement bloquer disons le jeu. Si vous perdez le combattant, ça devient une carte morte. Ça devient une carte morte, et c'est même des choses qui vont pas forcément une carte morte servir, quoi. Non, mais ça, c'est un moment critique. Ouais, c'est quand vous avez besoin de votre subterfuge au bon moment. Ou même d'une amélioration qui va servir à quelqu'un d'autre, parce que là, il a une fenêtre pour aller se faufiler. C'est un peu triste alors, du coup, parce que du coup, il y a quand même plein de cartes améliorées. Je sais. C'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai monté mon deck, j'ai viré toutes celles qui étaient avec moi. Pareil. En quelle table? Alors, du coup, naturellement, j'en viens à ma question. Quelle carte amélioration choisir? Des basiques. Pour moi, alors il faut filtrer. Hein. Il y a celles qui vont augmenter la force. Encore une fois, on parle toujours bien. J'ai bien compris que. Non, mais moi, c'est le nom de la chaîne. Hein, on respecte la poutre. Hein, c'est dans la bouche. Non, mais ça dépend. Par exemple, si je prends mon deck Stormcast qui est ultra relou à affronter, hein, en amélioration, par exemple, j'ai mis les clés. Alors on rappelle donc ton deck Stormcast c'est plutôt défensif, objectif. Voilà, c'est ça. J'ai mis des choses de défense, énormément, beaucoup basé sur la défense. Des améliorations qui vont augmenter ton nombre de points de vie. Hein. Voilà. Stormcast qui défend avec. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup de dés, si vous l'augmentez, c'est le point de vie. Vous lui mettez une petite potion de soin. Ouais, exactement. Ou par exemple, tu sais, l'esprit enchaîné qui te permet de repop quelque part. Ça devient super pénible, des choses qui me permettent de switcher les objectifs. Enfin bon, c'est vraiment un deck qui est fait pour la défense. Donc j'ai pris essentiellement des cartes. On peut d'ailleurs peut-être même l'adapter à un deck nain. Ah oui, mais clairement. Clairement. À la base, il est fait pour être joué en nain. On rappelle, tout à l'heure, on parlait du deck nain. Si vous avez un deck contrôle l'objectif, défense d'objectif avec les nains, prenez les clés. Prenez le switch de machin. De la défense. Et par contre, en attaque, on va essayer de choisir plutôt de l'armement qui tape fort. Alors, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les armes d'ombre vert. Ça tape assez fort, c'est vraiment cool. Ah oui. J'en mets une. Par contre, moi, j'ai un peu du mal avec les améliorations que tu vas pouvoir utiliser qu'une fois. Ouais, mais parce que toi, tu parles du principe. Moi, c'est que je marque sur les petits pécos. Parce que toi, c'est l'objectif du one shot. Et ouais, c'est ça. Donc, je mets l'ombre vert. Le gars, il arrive, il tape. Il a plus son arme. Il a peut-être déglingué un gros. Et derrière, toi, est-ce que tu as envie de shooter un gars? C'est vrai que c'est pas déconnant. Vous boostez votre petit orc qui a que 1 de dégâts. Ouais. Vous lui mettez un martel d'ombre vert, voilà. Il se fait tuer, c'est pas grave. De toute façon, il a fait le taf. Et il y a une. Alors, du coup, quelles améliorations nous semblent fortes? Moi, il y a force incroyable et force accrue. Alors ça, on a compris. Et ça, c'est quand t'as un deck poutre. Tu mets les deux. Mais je vous c'est hyper fort. Voilà, t'as pas le choix. Je mets 2 à 3 armes généralement pour booster les gars. Alors on pense à l'arme éveillée. Moi j'aime bien l'arme éveillée parce que c'est une relance. Hein, donc ça reste bien. Bien sûr. Ça reste utile. C'est une que moi je pense à surtout sur les guerriers, surtout sur je pense aux combattants qui ont besoin de faire des coups critiques pour booster les dégâts ou pour. Même un qui a besoin de taper. Il faut que vraiment quand lui il tape quoi. Ça vaut le coup. C'est vrai que l'arme éveillée, on aurait tendance à vouloir la mettre un peu partout quoi. Ouais. Dès qu'on joue. Voilà. C'est ça. Après moi, dans de l'arme qui tape un peu fort et j'aime bien réserver une petite partie de mes améliorations pour des choses qui rapporteraient un peu de points de gloire, même en poutre. Tu dis tout à l'heure. Ouais, voilà, ça peut permettre de. On a un petit gars qui a tenu comme ça. Vous barrez au fond du terrain. T'en profites, tu scores, tu peux scorer jusqu'à 2 points, c'est pas déconnant. Le problème c'est que quand tu les pioches early game, c'est un peu. C'est une carte morte jusqu'à la 3e ronde, c'est clairement. Sinon, c'est des choses qui peuvent surprendre. Moi par exemple, j'aimais bien. Je vais peut-être changer, je jouais un pas dans l'ombre.
c'est un combattant qui peut se déplacer au travers des autres. Et alors ça, c'est la vraie surprise. Pour aller chercher un petit personnage, un petit quelque chose. Par exemple, un veilleur, donc il se retrouve caché fond de cour. Vous allez protégé par des requérants, des trucs comme ça. C'est ça. Il faut rappeler un veilleur, il a une range de 2, donc là, il sert à ça. Même le chef Scaven, qui a une range de 2. C'est vrai que pas dans l'ombre, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Sur un mec, on en met une qui permet vraiment de surprendre l'adversaire. Moi, je mets souvent donc dans un deck offensif. J'essaie toujours une petite carte de défense. Et c'est important. Voilà, piège à âme. Piège à âme. Ouais, piège à âme notamment. C'est pas mal. L'arme éveillée, donc on a parlé pour une relance. Souvent le mur qui permet d'augmenter surtout sa qu'on chance. rappelle, donc murmure, vous avez des soutiens si vous attaquez seul, c'est ça? C'est ça. On rappelle que plus la game va avancer, moins vous allez avoir de combattants, moins de soutien. C'est une carte murmure qui sera peut-être toujours forte en fait. En deck poutre. Notamment toi qui joues les Blood Rivers, il y a un moment où de toute façon t'as plus que 2 combattants. C'est ça, il faut se débrouiller avec. Jamais de soutien. Et après c'est des cartes. Alors après que je mets aussi des améliorations par rapport à mon deck. Moi, on en parlera je pense sur la prochaine vidéo. Mais des cartes qui vont jouer combo. Donc souvent je mets 1 à 2 cartes de défense. 1 à 2 cartes en fonction de ce que j'ai besoin de relance ou d'améliorer ma chance. 1 à 2 cartes surprises et le reste c'est de la force et des arts. Voilà, je joue assez comme ça. On a fait le tour. On va passer sur une brève conclusion pour terminer cette vidéo. Puis après je te propose d'étudier donc ton deck, du tournoi, parce qu'on rappelle que tu as fait la finale. On vous dit à tout de suite pour la petite conclusion. Et voilà, donc on arrive à notre petite conclusion de cette vidéo explicative donc sur le deck building sur Warhammer Shadespire. Yeah. Alors déjà peut-être choisissez votre bande tout simplement. Celle qui vous fait le plus. Bien sûr, la figurine que vous trouvez plus belle. C'est un jeu de filles, il faut faire ça aussi avec quoi. C'est le plus important. Après, quand on a choisi sa bande, je pense que le plus important c'est d'essayer de l'analyser, les points forts, les faiblesses, et d'analyser votre style de jeu. C'est où est-ce que vous allez pouvoir tirer vraiment le mieux de ce que toi tu es capable de faire avec ton style de jeu et mieux intégrer à cette bande là. Alors grosso modo si j'aime bien taper sur des gens, je vais plutôt m'orienter orc, plutôt Magor. Magor, mais tu peux faire un deck poutre avec bien sûr, après vous pouvez toujours surprendre avec des nains, au contraire vous aurez la surprise. Et dans un premier temps, pour un joueur qui débute, tu vas peut-être pas lui conseiller de jouer Scaven pour jouer poutre. Non, évidemment, peut-être pas Scaven. Tu choisis vraiment. Donc, analysez le point fort de la bande, accentuez ce point fort et trouvez votre style. Et puis, si vous êtes plutôt poutre, plutôt Joe, les deux. Il faut rappeler que ça reste un jeu de tournoi. En tournoi, il faut peut-être rester le plus polyvalent possible. C'est ça. Donc, il faut partir du principe que vous allez affronter plein de match-ups différents. Et vous allez ne pas toujours avoir de la chance. Il y a des matchs où tu as 0 chance. Ça, bien sûr. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, si vous choisissez le côté poutre, vous êtes dépendant de vos jets de dés. Vous aurez beau mettre 12 améliorations sur votre combattant, il y a un moment où si le dé fait 0, il fait 0. C'est une finale. Ça reste un jeu de dés. Ouais. Non, mais c'est très important de le dire, c'est-à-dire qu'on part du principe des poutres, on sait que sur tout, il y aura, tout le tournoi, il y aura un moment où on aura peut-être une partie, on n'aura pas de chance du tout, et à l'inverse, beaucoup de chance. Et il faut se dire que l'adversaire, ça sera peut-être aussi son tour. Et après, les tournois que j'organise, moi c'est du BO3, donc vous pouvez vous dire j'ai pas eu de chance sur la première, je vais voir ce que la deuxième ronde va donner. C'est ça. Donc, trouvez votre bande, votre style. Ensuite, on l'avait dit, c'est 3 paliers d'objectifs à pas négliger. Encore une fois, à bien choisir avec son jeu qu'on va jouer, son type si ce type de jeu et de sa bande, si c'est
ça se relie bien ensemble. Donc, tu nous parlais de 20 à 24 points de gloire. Hein, ouais, alors moi c'est ce que je compte à peu près. Hein, c'est comme on dit à Magic, il faut tant de mana dans le deck. Et ben moi je compte. Je me suis dit j'ai regardé, j'ai fait plusieurs tests. Hein, c'est pas c'est-à-dire qu'un deck qui sort, il va potentiellement marquer 24 points. Hein, ça, moi j'ai déjà perdu 20, 25 à 7, tu vois. Et surtout, c'est que ça va vous offrir une possibilité de revenir dans le match. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à perdre la partie, mais pouvoir scorer vos gros objectifs. Hein, et plein d'autres objectifs. Donc, or que si on n'a que des petits, en fin de compte, on va peut-être tous les scorer, mais on ne marquera pas beaucoup. Et le mec, il suffit que lui, il en score 1 ou 2. Si vous prenez que des objectifs à 1, vous en avez 12. D'accord ? Lui, il arrive à en scorer 2 à 3. Il faut voir qu'il a scoré la moitié des points d'objectif. Donc voilà, donc moi c'est moi ce que j'essaie de voir quand je construis un deck, c'est 20, 24, 25, 26 des fois. Ça peut aller, encore une fois selon le deck que je joue, mais généralement 20, 24 ça me paraît bien, avec amélioration comprise, hein. Oui, c'est important, les clés, ce genre de choses, hein. Ouais. Voilà. Alors donc là à l'heure actuelle, donc, on est au mois de juin 2018, donc il y a eu le nerf du set, tu sais, des artefacts. Mais ça, c'est pas plus mal. Non mais ils te rapportent des points de gloire, faut pas oublier ça. Ouais, mais c'est pas plus mal. Ouais, ils sont. Pour l'instant, c'est nerfé, c'est pas le futur. J'espère qu'ils laisseront ça parce que c'est pas. C'est vrai que c'était fort, quoi. C'est vraiment fort. Moi, je m'imagine à certaines bornes que tu leur mets le. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, avec un point de gloire et ton subterfuge, tu peux passer à un mec qui en a 2. Alors, je me souviens plus, mais déjà à 2, le mec qui commence sur du Stormcast. Tu relances les jets d'attaque, tu relances les jets de défense. Il commence à devenir un mec imbutable. On s'éloigne du sujet. Donc, votre bande, les 3 paliers. Ouais. Et après, donc, finissez par les améliorations. Un petit conseil qu'on vous donne. Donc, finissez par les subterfuges. Donc, c'est en fonction des objectifs que vous avez pris. Vous choisissez les améliorations, t'as raison. Moi, déjà, les subterfuges, donc, vous les choisissez en fonction des objectifs que vous avez pris. Hein. Prenez en compte, si vous avez pris un deck objectif, prenez peut-être des tremblements de terre, prenez peut-être des chocs, des trucs qui vont déplacer le board. Ouais, c'est ça. Et puis, en dernier, peut-être on peut vous conseiller de choisir les améliorations. Donc, qui doivent être. Moi, c'est le plus polyvalent possible. Au final, pour moi, c'est ça qui va faire la polyvalence. Des améliorations que vous allez pouvoir jouer sur n'importe quel combattant à n'importe quel moment. Ne restez pas trop ciblé sur tel ou tel combattant, parce que si vous le perdez dès le premier round, c'est perdu. Et vous allez vous retrouver avec un nombre de cartes mortes, mais beaucoup trop important. C'est ça, et pour ça que je dis la polyvalence, c'est parce que c'est pareil, à partir du moment où on n'a plus envie de taper et qu'on se retrouve qu'avec des cartes de frappe, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, entre les armes, la polyvalence. Moi, je vois comme ça. Et puis, si vous trouvez, pour conclure, si vous trouvez une arme qui a une force 12 PA1, vous l'équipez tout de suite.